dans les ruelles dévastées de Stalingrad, dans les jungle étouffantes de Nouvelle-Guinée, dans les caves secrètes de Varsovie occupée, une seule catégorie d'armes a dominé le combat rapproché de la Seconde Guerre mondiale avec une brutalité absolue. Le pistolet mitrailleur. Compact, meurtrier, et souvent désespérément simple, ces armes ont façonné des batailles entières, forgé des légendes, et sauvé des nations entières du bord du gouffre. Aujourd'hui, nous cataloguons, classons et expliquons chaque pistolet mitrailleur utilisé dans ce conflit mondial, nation par nation, arme par arme, sans exception. La puissance industrielle américaine a produit certaines des armes automatiques les plus emblématiques de toute la guerre. Des forêts normandes aux atolls du Pacifique, les pistolets mitrailleurs américains ont accompagné chaque grande offensive de l'ère moderne. Thompson M1928A1. Le Thompson M1928A1 était l'incarnation même de la puissance de feu américaine en début de guerre. Chambrée en cartouche .45 ACP, cette arme offrait une puissance d'arrêt dévastatrice en combat urbain et dans les jungles du Pacifique. Son mécanisme de culasse retardé Blich, héritage de sa conception d'avant-guerre, la rendait coûteuse à fabriquer à grande échelle. Les chargeurs tambours de 50 coups, bien que spectaculaires, s'avéraient peu fiables sous les conditions de combat. Son poids excessif épuisait les soldats en marche, poussant les ingénieurs militaires à chercher rapidement une solution plus économique et plus légère pour équiper les troupes. Thompson M1 et M1A1. Face aux impératifs industriels de la guerre totale, les ingénieurs américains ont radicalement simplifié le Thompson original pour créer le M1 et sa variante améliorée M1A1. Le verrou Blich complexe fut abandonné au profit d'un simple système à culasse libre, beaucoup plus fiable et moins coûteux à produire en masse. Le canon strié, extérieurement disparu, remplacé par un canon lisse. L'arme n'acceptait désormais que des chargeurs droits, éliminant les problèmes d'alimentation des tambours. Malgré ces simplifications drastiques, la cartouche .45 conservait toute sa létalité, maintenant l'arme en haute estime parmi les parachutistes et les unités d'assaut opérant sur tous les théâtres d'opération. M3 et M3A1, Grease Gun. Surnommé le Grease Gun en raison de son aspect rudimentaire évoquant une pompe à graisse de mécanicien, le M3 incarnait la philosophie américaine de la guerre industrielle totale. Entièrement fabriqué par emboutissage de tôle d'acier, il était extraordinairement bon marché à produire en grande série. Sa cadence lente de 450 coups par minute, souvent considérée comme un défaut, se révéla en réalité un avantage tactique majeur, permettant un contrôle exceptionnel en tir automatique. La variante M3A1 poussa la simplification à l'extrême en supprimant complètement la poignée d'armement. Cette arme sans prétention équipa massivement les équipages de chars blindés et les formations motorisées américaines jusqu'à la victoire finale. Raising M50 et M55. Le Raising M50 et sa variante compacte M55 représentent l'une des tentatives les plus ambitieuses et les plus décevantes de l'arsenal américain. Tirant depuis une culasse fermée, il offrait une précision théorique supérieure à celle de ses contemporains pour le premier coup. Le corps des marines l'adopta massivement lorsque les stocks de Thompson se révélèrent insuffisants pour faire face aux demandes opérationnelles croissantes. Cependant, les conditions impitoyables de la campagne de Guadalcanal, la boue corrosive, les insectes et l'humidité tropicale, mirent rapidement à nu les faiblesses graves de son mécanisme interne complexe. Les pannes s'accumulaient dangereusement, contraignant les commandants à retirer l'arme du service de première ligne au plus vite. United Defense M42. L'United Defense M42 occupe une place singulière et fascinante dans l'histoire des armes légères américaines de la Seconde Guerre mondiale. Initialement conçu comme candidat au remplacement du Thompson au sein des forces régulières, il fut rapidement rejeté par l'armée conventionnelle. L'Office of Strategic Service, l'ancêtre de la CIA, saisit cette opportunité pour l'acquérir en grande quantité. Chambré en 9 mm plutôt qu'en .45,
L'arme permettait aux résistants d'utiliser directement les munitions capturées sur l'ennemi allemand. Ces chargeurs soudés d'os à d'os constituaient une innovation tactique ingénieuse. Larguée par avion en territoires occupés, cette arme rarissime alimente aujourd'hui les collections les plus prestigieuses du monde. Après le désastre de Dunkerque, la Grande-Bretagne se retrouva dans une situation d'une vulnérabilité militaire terrifiante. La réponse britannique fut l'une des plus audacieuses de toute l'histoire industrielle militaire, fabriquer des armes n'importe où, avec n'importe quoi. Stenmark. Né de la catastrophe de Dunkerque, le Stenmark représente l'une des réponses militaires les plus extraordinaires de la guerre. Avec ses réserves d'armes légères dramatiquement épuisées, la Grande-Bretagne avait besoin d'une arme simple, rapide à produire, et capable d'être fabriquée dans des ateliers de vélo et des petites usines reconverties. Chambré en 9 mm, ce premier modèle comportait encore un garde-main en bois et un protège-bouche caractéristique. Son chargeur latéral de 32 coups devint immédiatement reconnaissable sur tous les fronts. Bien qu'imparfait dans sa finition, ce pistolet mitrailleur rustique permit à une nation en danger imminent de continuer à se battre avec une farouche détermination. Stenmark II. Le Stenmark II est sans conteste le pistolet mitrailleur britannique le plus emblématique de toute la Seconde Guerre mondiale, produit à plus de 2 millions d'exemplaires. Les ingénieurs éliminèrent le garde-main en bois et toutes les pièces non essentielles pour obtenir un outil de guerre d'une sobriété absolue et d'une redoutable efficacité. Son mécanisme ouvert, simple jusqu'à la brutalité, se révélait pourtant mortellement efficace en combat rapproché. Les résistants français, néerlandais et polonais l'adoraient pour sa facilité de démontage et de dissimulation sous les manteaux. Si les soldats réguliers le moquaient comme le cauchemar du plombier, les partisans de toute l'Europe occupée en bénissaient chaque soudure approximative et chaque rivet grossier. Stenmark I. Le Stenmark III représentait une tentative supplémentaire d'accélérer la production en temps de guerre au prix de compromis mécaniques significatifs. La principale innovation structurelle consistait à fusionner le boîtier de culasse et le protège-canon en un seul tube soudé continu, éliminant ainsi plusieurs étapes de fabrication distinctes. En revanche, cette simplification rendait le canon impossible à remplacer sur le terrain sans outils spécialisés, une limitation tactique sérieuse. Le boîtier du chargeur était également soudé en position fixe, contrairement à la douille rotative du Mark II, dont les soldats appréciaient la flexibilité. Plus économique mais moins polyvalent, le Mark III ne rencontra jamais la faveur des troupes de première ligne malgré ses qualités industrielles indéniables. Stenmark V. Introduit en 1944, le Stenmark V représente l'aboutissement logique et qualitatif de toute la famille Sten, destinée spécifiquement aux unités d'élite aéroportées britanniques. Les ingénieurs intégrèrent une véritable poignée pistolet en bois, une crosse en bois sculpté et une poignée avant, transformant radicalement l'ergonomie de cette arme autrefois spartiate. Une hausse améliorée et un logement de baïonnettes standard complétaient cette mise à niveau substantielle. Plus lourde que ses prédécesseurs, cette version offrait en contrepartie une stabilité et une précision nettement supérieures. C'est précisément cette arme que portaient les parachutistes de la première division aéroportée britannique lors des sauts périlleux et tragiques sur Arnhem en septembre 1944. Lanchester Mark I et Mark I Star. Avant même que le Sten n'entre en production, la Royal Navy britannique avait besoin d'urgence d'une arme automatique pour la protection des installations portuaires et des navires de guerre. La solution choisie fut à la fois pragmatique et audacieuse, copier presque intégralement l'excellent pistolet mitrailleur allemand MP-28. Le Lanchester qui en résulta était une pièce d'armurerie d'une qualité remarquable, usinée dans un acier massif de première qualité avec un boîtier de chargeur en laiton poli et une magnifique crosse en bois. La variante Mark I Star simplifia les organes de visée avec une hausse fixe. Lourd mais parfaitement fiable, il servit la marine royale britannique tout au long du conflit avec une loyauté absolue. Owen Machine Carbine.
Conçu par un inventeur amateur australien nommé Evelyn Owen, ce pistolet mitrailleur est largement considéré comme la meilleure arme automatique légère de la guerre du Pacifique. Son caractéristique chargeur supérieur, monté verticalement au-dessus de la culasse, permettait à la gravité d'assister l'alimentation en cartouches, éliminant l'une des principales causes d'enrayage. L'ingénierie du boîtier isolait complètement le mécanisme de culasse de la boue, de l'eau et des débris omniprésents dans les jungles de Nouvelle-Guinée. Résistant, fiable même dans la boue la plus profonde et l'humidité la plus écrasante, l'Owen devint rapidement le compagnon indispensable des diggers australiens, qui refusaient catégoriquement de l'échanger contre n'importe quelle autre arme. Austen. L'Austen, dont le nom fusionnait simplement Australia et Sten, illustre parfaitement le fossé qui peut exister entre les décisions bureaucratiques et les réalités tactiques du combat. Alors que les soldats australiens réclamaient unanimement le fiable Owen Gun, les responsables de l'approvisionnement militaire cherchaient une alternative moins coûteuse à produire en masse. L'Austen incorporait des éléments directement inspirés du MP40 allemand, notamment une crosse métallique pliante et un logement de ressort principal protégé. Malgré ses emprunts techniques judicieux, l'arme s'avéra nettement inférieure en conditions tropicales extrêmes. Les pannes répétées dans la boue des jungles lui valurent le mépris quasi unanime des soldats australiens qui lui préféraient sans hésitation l'Owen. L'Allemagne nazie a produit certains des pistolets mitrailleurs les plus influents de l'histoire moderne des armes légères. De la précision artisanale d'avant-guerre à la fabrication désespérée des derniers mois du Reich agonisant, l'évolution des armes allemandes raconte elle-même l'histoire d'un empire qui s'effondre. Machine en pistole 38. Le machine en pistole 38 a littéralement révolutionné la conception mondiale des armes légères automatiques en établissant un paradigme entièrement nouveau. Pour la première fois, une arme militaire de grande diffusion abandonnait totalement le bois au profit de l'acier usiné et du plastique synthétique. Sa crosse métallique repliable sous le canon permettait une compacité inédite, idéale pour les parachutistes et les équipages de blindés opérant dans des espaces confinés. Chambrée en 9 mm Parabellum, elle alimentait un chargeur droit de 32 coups. Son efficacité foudroyante lors des premières campagnes créa une demande d'infanterie massive que les coûts de fabrication prohibitifs rendaient impossible à satisfaire, dictant une évolution immédiate vers quelque chose de plus accessible industriellement. Machine en pistole 40. Le machine en pistole 40 est devenu l'arme la plus symbolique et la plus reconnaissable de l'infanterie allemande de toute la Seconde Guerre mondiale. Reprenant les principes révolutionnaires du MP38, les ingénieurs remplacèrent le boîtier en acier massif usiné par des composants emboutis en tôle d'acier, réduisant drastiquement le coût et le temps de fabrication. Baptisé à tort Schmesse par les Alliés, ce surnom erroné s'imposa dans la mémoire collective mondiale. Sa cadence de 500 coups par minute garantissait une précision remarquable lors des combats urbains rapprochés. Sa seule faiblesse structurelle était son chargeur à double colonne simple alimentation, sujet à des enrayages fréquents lorsque la poussière et la boue envahissaient le mécanisme délicat. Machine en pistole 41. Le machine en pistole 41 constitue l'une des curiosités les plus fascinantes de l'arsenal allemand, fruit d'un mariage conceptuel entre modernité industrielle et tradition militaire conservatrice. Hugo Schmesse, l'ingénieur éponyme du nom popularisé par les Alliés, conçut cette arme en greffant la culasse et le boîtier embouti du MP40 sur une crosse en bois massif traditionnelle. Un mécanisme de sélection de tir permettait de choisir entre mode semi-automatique et mode automatique complet, une flexibilité tactique appréciable. L'armée régulière de la Wehrmacht rejeta cependant cet hybride, lui préférant la compacité de la crosse pliante standard. L'arme fut principalement distribuée aux unités de police militaire et aux forces alliées de l'axe combattant sur le front de l'Est. Machine en pistole 28. Le machine en pistole 28 représente le maillon essentiel entre les armes automatiques rudimentaires de la Première Guerre mondiale et les pistolets mitrailleurs modernes qui allaient définir le second conflit mondial.
Évolution directe du Bergmann MP-18 de 1918, il introduisait une amélioration décisive. Le remplacement du tambour à escargot encombrant et peu fiable par un chargeur droit de 32 cartouches nettement plus robuste. Un mécanisme de sélection de tir permettait de passer du semi-automatique au pleinement automatique selon la situation tactique, aidant les soldats à gérer précieusement leurs munitions. Construit dans un acier massif de haute qualité avec une solide crosse en bois, il était remarquablement robuste mais terriblement lourd. Obsolète dès 1939, il continua néanmoins d'équiper les forces d'occupation et les unités de garnison allemandes tout au long de la guerre. Erma EMP-35. L'Erma EMP-35, conçu par Heinrich Vollmé, est l'un des pistolets mitrailleurs les plus élégants et les mieux finis que l'Allemagne ait jamais produit. Son châssis en bois massif, sa poignée verticale distinctive sculptée sous le canon et ses finitions d'armurerie soignées le distinguaient immédiatement de ses contemporains plus utilitaires. Son mécanisme d'alimentation latérale gauche et son tube télescopique de ressort principal constituaient des solutions mécaniques particulièrement ingénieuses. Baptisé au feu lors de la guerre civile espagnole, l'EMP-35 accumula une solide réputation de fiabilité. Contourné pour l'équipement standard de la Wehrmacht, il fut massivement acheté par les SS progressivement relégués aux unités secondaires au fur et à mesure que des armes supérieures entraient en service. Machine en pistole 3008. Le machine en pistole 3008 incarne avec une brutalité symbolique sans équivoque l'agonie industrielle et militaire du Troisième Reich dans ses derniers mois d'existence. Fabriqué pour armer le Volkssturm, la milice civile désespérée, cet engin de guerre rudimentaire était une copie presque conforme du Sten britannique, fabriqué à partir de chutes de métal de récupération. La seule différence notable par rapport à son modèle britannique était l'orientation verticale du logement de chargeur, compatible avec les chargeurs standards du MP40. Les soudures étaient grossières, le métal brut et non traité, et l'arme entièrement dépourvue de traitement anti-corrosion. Chaque exemplaire produit témoignait silencieusement de l'effondrement total d'une machinerie de guerre autrefois redoutée, désormais réduite à imiter ses ennemis avec des matériaux de récupération. Sur le front de l'Est, le pistolet mitrailleur ne fut pas simplement une arme parmi d'autres, il devint l'instrument de la survie nationale soviétique. Des steppes gelées de Finlande aux ruines fumantes de Stalingrad, ces armes forgèrent l'une des défenses les plus épiques de l'histoire militaire moderne. PPD 34/38. Le PPD 34/38, conçu par Vassili Dektiarev, fut le premier pistolet mitrailleur à entrer en service généralisé dans les rangs de l'armée rouge, établissant les fondations d'une tradition soviétique dans les armes automatiques légères. Fortement influencé par les conceptions européennes contemporaines, il arborait une crosse en bois traditionnelle et un boîtier en acier fraisé d'une remarquable qualité d'exécution. Les leçons sanglantes de la guerre d'hiver contre la Finlande révélèrent l'insuffisance flagrante de sa capacité en chargeur, forçant les ingénieurs à l'adapter pour accepter des tambours haute capacité. Malheureusement, sa fabrication réclamait des aciers de qualité et une main-d'œuvre qualifiée que l'économie de guerre soviétique ne pouvait pas fournir en quantité suffisante. Il servit néanmoins de tremplin conceptuel indispensable pour les armes légendaires qui allaient lui succéder. PPD 40. Le PPD 40 fut une tentative de modification rapide du design existant de Dektiarev pour intégrer structurellement le tambour de 71 coups, devenu une priorité opérationnelle absolue après la guerre d'hiver. L'avant de la crosse en bois fut scié en deux sections distinctes pour permettre l'insertion directe du grand tambour dans le logement de culasse. Il tirait la cartouche Tokarev à haute vélocité, dotée d'une pénétration remarquable contre les tenues d'hiver épaissies et les équipements légers blindés. Malgré ces améliorations tactiques, les goulots d'étranglement industriels liés à l'usinage de précision persistaient dangereusement. La production fut rapidement abandonnée après l'invasion allemande de juin 1941, faisant du PPD 40 une arme rare sur les champs de bataille soviétiques et une pièce de collection aujourd'hui recherchée. PPSH 41.
Le PPSH-41 est sans doute le pistolet mitrailleur le plus décisif de toute la Seconde Guerre mondiale, l'arme qui incarna littéralement la résistance soviétique acharnée contre l'invasion nazie. L'ingénieur Georgy Shpagin révolutionna la fabrication en basant entièrement la conception sur des techniques d'emboutissage de tôle, accessibles à des ouvriers non spécialisés. Sa cadence de tir cataclysmique de 900 coups par minute noyait les défenseurs allemands sous un torrent de feu continu. Son tambour légendaire de 71 coups devint l'image iconique des rues dévastées de Stalingrad. Avec plus de 6 millions d'exemplaires produits, le PPSH-41 ne fut pas seulement une arme, ce fut la réponse industrielle et humaine de tout un peuple décidé à ne jamais capituler. PPS-42. Conçu au cœur de l'un des sièges les plus meurtriers de l'histoire militaire, le PPS-42 représente le summum absolu de l'ingénierie de survie en temps de crise existentielle. La ville de Leningrad, encerclée, affamée et bombardée continuellement, n'avait plus accès aux machines-outils lourdes nécessaires à la fabrication d'armes complexes. L'ingénieur Alexei Soudaev conçut alors une arme entièrement réalisable avec des tôles embouties dans des ateliers improvisés. Une crosse métallique repliante vers le haut et des chargeurs droits fiables de 35 coups remplaçaient les tambours lourds. Avec une cadence maîtrisée de 600 coups par minute, plus légère et plus maniable que ses prédécesseurs, cette arme passait directement des mains des ouvriers assiégés aux mains des défenseurs dans les tranchées gelées, sans délai ni détour. PPS-43. Le PPS-43 prit le brillant concept du PPS-42 et le porta à sa perfection absolue, produisant selon de nombreux experts militaires modernes le meilleur pistolet mitrailleur de tout le second conflit mondial. Un raccourcissement judicieux du canon améliora encore la maniabilité sans compromettre significativement les performances balistiques. Le processus de fabrication fut optimisé à un degré tel que l'arme consommait moins de la moitié des matières premières nécessaires aux modèles antérieurs. Sa fiabilité mécanique dans les températures arctiques du front de l'Est était proprement stupéfiante. Les équipages de chars, les parachutistes et les unités de reconnaissance l'adoptèrent avec enthousiasme. Contrairement à d'autres armes embouties contemporaines, le PPS-43 ne connaissait pratiquement aucune défaillance mécanique, s'imposant comme le chef-d'œuvre incontesté de l'ingénierie de tôle emboutie de toute une génération d'armuriers. L'Italie fasciste entra en guerre avec des armes d'une qualité artisanale remarquable et la quitta en produisant des engins de fortune désespérés. Cette trajectoire tragique reflète fidèlement le destin d'un régime qui s'effondra sous le poids de ses propres contradictions militaires et politiques. Beretta Modello 1938A. Le Beretta Modello 1938 a été universellement salué par les historiens des armes légères comme l'un des pistolets mitrailleurs les plus raffinés et les mieux finis jamais produits par une puissance belligérante durant la Seconde Guerre mondiale. Sa crosse en bois massif sculpté, son boîtier en acier finement usiné et son système à double gâchette constituaient une solution technique élégante et tactiquement précieuse. La gâchette avant commandait le tir semi-automatique, tandis que la gâchette arrière déclenchait le plein automatique. Tirant une cartouche 9 mm haute vélocité spéciale, son efficacité à moyenne distance surpassait celle de la plupart de ses contemporains. Sa réputation était si éclatante que les parachutistes allemands le récupéraient activement sur leurs propres alliés italiens dès qu'ils en trouvaient l'occasion. Beretta MAB 38, 42e et 44. Confronté aux réalités impitoyables de la guerre totale, Beretta dut sacrifier l'excellence artisanale sur l'autel de la production industrielle de masse, donnant naissance aux variantes MAB 38, 42e et 44. La crosse en bois fut raccourcie et allégée, tandis que le boîtier en acier fraisé cédait la place à des composants emboutis nettement moins coûteux à fabriquer. L'extraordinaire prouesse de ces ingénieurs fut de préserver malgré tout le système à double gâchette caractéristique et la fiabilité légendaire qui avait fait la gloire du modèle original. La variante 44 simplifia encore davantage le mécanisme de culasse pour accélérer la cadence de production en fin de guerre.
Ces armes servirent simultanément les forces fascistes régulières et les partisans communistes embusqués dans les montagnes, témoignant d'une polyvalence politique et tactique remarquable. FNA-B43. Le FNA-B43, fabriqué exclusivement dans les zones industrielles du nord de l'Italie sous contrôle allemand, constitue l'une des anomalies techniques les plus fascinantes et les plus méconnues de tout l'arsenal de la guerre. Son système à culasse semi-libre à levier retardateur était d'une sophistication mécanique totalement à contre-courant de la tendance mondiale à la simplification. Tirant depuis une culasse fermée, il offrait une précision de tir remarquable. Son logement de chargeur basculant permettait de le rabattre contre le canon pour une compacité maximale lors du transport. Ces exigences de fabrication d'une précision absolue limitèrent la production à environ 7000 exemplaires seulement. Il fut principalement attribué aux officiers supérieurs allemands et aux unités fascistes d'élite opérant durant les derniers mois chaotiques du conflit en Italie du Nord. TZ-45. Le TZ-45, conçu par les frères Tonino et Zorzoli Giandoso, représente l'ultime expression de la décrépitude industrielle et militaire de l'Italie fasciste dans les dernières convulsions de la guerre. Assemblé presque entièrement à partir de composants grossièrement emboutis en tôle d'acier de récupération, il évoquait visuellement davantage un prototype de fortune qu'une arme militaire réglementaire. Son trait de conception le plus notable était une sûreté de préhension inhabituelle intégrée derrière le logement du chargeur, nécessitant une pression ferme et continue de la main pour permettre le tir. Malgré cette précaution de sécurité, la qualité d'exécution globale était déplorée par tous ceux qui l'utilisaient. Environ 6000 exemplaires seulement furent produits, chacun témoignant silencieusement de l'effondrement d'une industrie d'armement autrefois fière de ses traditions. OVP Modello 1918. L'OVP Modello 1918 est une véritable relique vivante de la Grande Guerre, adaptée à un conflit pour lequel elle n'avait jamais été conçue et qui la dépassait technologiquement de plusieurs décennies. À l'origine une mitrailleuse légère d'aéronefs de la Première Guerre mondiale, les ingénieurs italiens la montèrent sur une crosse de fusil traditionnelle pour la distribuer à l'infanterie. Elle conservait son chargeur supérieur encombrant et sa cadence de tir excessivement élevée, deux caractéristiques profondément inadaptées au combat d'infanterie rapproché. Totalement obsolète dès l'entrée en guerre de l'Italie en 1940, d'importants stocks en furent néanmoins distribués faute d'alternatives suffisantes. Cette arme fascinante constitue le pont historique le plus tangible entre les balbutiements des premières armes automatiques et les pistolets mitrailleurs qui allaient transformer la guerre moderne. L'Empire japonais abordait la guerre avec une philosophie militaire profondément enracinée dans la suprématie du soldat individuel et du combat à l'arme blanche. Cette doctrine conservatrice explique pourquoi l'armée impériale ne produisit qu'un seul pistolet mitrailleur notable avec des conséquences tactiques dévastatrices sur les îles du Pacifique. Type 100, modèle précoce 1940. Le Type 100 de 1940 fut le seul pistolet mitrailleur produit à une échelle significative par l'armée impériale japonaise, reflétant la méfiance doctrinale profonde des généraux japonais envers les armes automatiques légères. L'arme était bien conçue, dotée d'une crosse en bois solide, d'un bipot auxiliaire et d'un chargeur courbe latéral caractéristique. Bizarrement, la doctrine militaire japonaise imposa un imposant support de baïonnette, révélant l'obsession persistante pour le combat à l'arme blanche. Chambrée en 8 mm Nambu, notablement sous-puissant par rapport aux standards occidentaux, elle manquait cruellement de capacité d'arrêt contre les soldats américains lourdement équipés. Seulement quelques milliers d'exemplaires furent produits avant que les contraintes industrielles japonaises ne stoppent la fabrication du modèle initial. Type 100, modèle tardif 1944. Le Type 100 de 1944 raconte en métal et en soudure l'histoire d'un empire en train de se consumer sous les coups de la contre-offensive américaine implacable. Alors que la campagne de Sodil en île détruisait systématiquement l'industrie japonaise, les ingénieurs abandonnèrent les standards de fabrication d'avant-guerre avec une brutalité qui n'admettait plus d'équivoque. Le bipot fut supprimé,
les hausses fixées grossièrement par soudure, le métal laissé entièrement brut. La cadence de tir fut portée à 800 coups par minute pour maximiser la puissance de feu défensive lors des embuscades. Cette arme précipitamment fabriquée continua néanmoins de tirer la même cartouche Nambu insuffisante contre les marines américains lourdement armés qui progressaient inexorablement vers les îles japonaises. Petite nation aux ressources limitées, la Finlande produisit néanmoins ce que beaucoup d'experts considèrent comme l'un des pistolets mitrailleurs les plus parfaits techniquement de toute la guerre, une arme qui força l'Union soviétique à repenser entièrement sa doctrine militaire. Suomi KP-31. Le Suomi KP-31 est unanimement considéré par les historiens militaires comme l'un des pistolets mitrailleurs les plus précis et les plus fiables jamais produits dans l'histoire des armes légères du XXe siècle. Usiné dans un acier de qualité supérieure avec des tolérances d'une rigueur absolue, sa masse contribuait directement à neutraliser le recul lors des rafales automatiques prolongées, offrant une maîtrise exceptionnelle. Son tambour révolutionnaire de 71 coups fonctionnait avec une fiabilité stupéfiante même par des températures inférieures à -40 degrés. Un système de remplacement rapide du canon permettait aux soldats d'échanger un canon surchauffé en quelques secondes. Son efficacité dévastatrice durant la guerre d'hiver contra la doctrine militaire soviétique et força Moscou à une profonde restructuration de ses forces armées. La France entra en guerre en développant une arme compacte et techniquement originale, avant que la rapidité fulgurante de la défaite ne coupe court à toute production significative, livrant ses secrets industriels directement aux mains de l'occupant. MAS-38. Le MAS-38 est l'un des pistolets mitrailleurs les plus originaux et les plus méconnus de toute la Seconde Guerre mondiale, victime directe de l'effondrement militaire de la France en juin 1940. Son boîtier caractéristique incliné selon un angle prononcé abritait un boulon qui se rétractait dans un tube logé dans la crosse en bois. Solution mécanique astucieuse permettant une compacité remarquable. Ce retardement de culasse ingénieux rendait l'arme parfaitement contrôlable. Elle tirait une cartouche longue française spécifique, moins puissante que le standard 9 mm international. Produit juste avant la capitulation française, seul un nombre limité d'exemplaires put être fabriqué. Les forces d'occupation allemandes confisquèrent immédiatement les stocks restants en usine pour équiper leur propre police d'occupation, privant la France libre d'une arme prometteuse. La guerre ne fut pas seulement l'affaire des grandes puissances industrielles. Des nations plus petites et des mouvements de résistance clandestins forgèrent leurs propres armes, souvent dans des conditions d'une difficulté et d'un danger inimaginables, créant des pistolets mitrailleurs qui méritent d'être reconnus à leur juste valeur historique. Orita M1941. L'Orita M1941, développée avec une assistance technique tchécoslovaque, représente l'une des réalisations les plus réussies de l'industrie d'armement d'une puissance secondaire de l'Axe durant le Second Conflit mondial. Arme bien construite dotée d'un boîtier usiné de qualité et d'une crosse en bois aux lignes élégantes évoquant l'esthétique militaire européenne traditionnelle, elle incorporait un mécanisme à culasse libre à ouverture retardée particulièrement robuste. Chambrée en 9 mm standard, elle se révélait fiable et précise dans les conditions les plus difficiles. Les soldats roumains l'employèrent intensément aux côtés de leurs alliés allemands durant les batailles catastrophiques qui entourèrent le siège de Stalingrad en 1942 et 1943. Sa réussite technique fut telle que l'armée Roumanie continua d'en utiliser des variantes modernisées bien après la fin de la guerre froide. Danuvia 39M et 43M. Les pistolets mitrailleurs Danuvia 39M et 43M, conçus par Palkirali, comptent parmi les armes les plus sophistiquées et les plus originales produites par une puissance secondaire durant toute la Seconde Guerre mondiale. Leur système à levier retardateur de culasse, extrêmement rare pour une arme de calibre pistolet, les distinguait radicalement de leurs contemporains plus conventionnels. Chambrés dans la puissante cartouche Mannlicher 9 mm export, ils affichaient une portée effective nettement supérieure aux pistolets mitrailleurs standard chambrés en 9 mm Parabellum. Le 39M était doté d'une imposante crosse en bois.
tandis que le 43M adoptait une crosse métallique pliante destinée aux parachutistes. Malgré leur excellence mécanique indéniable, leur système retardateur complexe se révéla particulièrement sensible à la boue et au gel du front de l'Est, limitant leur efficacité opérationnelle dans les conditions hivernales. Mors WZ.39. Le Mors WZ.39, dont le nom signifie morse en polonais, représente l'une des histoires les plus poignantes et les plus cruelles de toute l'armurerie de la Seconde Guerre mondiale. Destiné à devenir l'arme automatique standard d'une armée polonaise en pleine modernisation ambitieuse, ce pistolet mitrailleur bien conçu incorporait une crosse en bois traditionnelle, un chargeur à alimentation inférieure et une solution tactique particulièrement inventive. Un monopode télescopique escamotable, dissimulé à l'intérieur de la poignée avant, pouvait être déployé pour stabiliser l'arme lors des combats de tranchées. L'invasion allemande foudroyante de septembre 1939 stoppa brutalement toute production avant même que l'arme ne puisse entrer en service généralisé. Environ 50 exemplaires seulement furent produits, faisant du Mors WZ.39 l'une des armes les plus rares de toute la guerre. Błyskawica, Pologne. Le Błyskawica éclair en polonais détient une distinction historique absolument unique et émouvante. C'est la seule arme à avoir été produite en série de manière clandestine dans l'Europe entièrement occupée, sous le nez quotidien de la Gestapo nazie. Conçu par l'armée de l'intérieur polonaise, il fut fabriqué en secret dans des caves et des ateliers dissimulés au cœur même de Varsovie occupée. S'inspirant de la simplicité du Sten britannique pour son boîtier, il adoptait une crosse métallique pliante de conception allemande. Les combattants de la résistance l'alimentaient exclusivement avec des munitions 9 mm prélevées sur les soldats allemands tués. Environ 700 exemplaires furent produits et utilisés activement lors de l'insurrection héroïque de Varsovie en 1944, symbole impérissable de la résistance humaine face à la barbarie absolue. Quelle est, selon vous, la meilleure arme de cette liste? Celle qui a eu le plus grand impact sur le destin de la guerre? Partagez votre opinion dans les commentaires, et si vous pensez qu'une arme mérite une vidéo dédiée complète, dites-le nous. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de notre exploration de l'histoire militaire mondiale.